bienvenue au 5e Sales Talk d'Eurydice Business School. Et ce soir, je suis ravi de pouvoir accueillir, on va attendre puisque ça arrive évidemment au fil de l'eau, mais pour une émission évidemment très, très chouette parce qu'on va parler ce soir d'un métier qui s'appelle le métier de SDR. On va y revenir. Et pour cela, eh bien, je suis ravi, je le disais, d'accueillir deux invités d'exception. D'exception parce que ce sont aussi deux anciennes eurydiциennes qui ont performé. On est toujours ravis de faire intervenir nos jeunes experts. Et donc, alors, notre expert habituel, Sylvain, n'est pas là ce soir. Il a eu un petit problème. Mais en tout cas, je suis ravi d'accueillir deux jeunes eurydiциennes, enfin anciennes eurydiциennes, pardon, qui ont aujourd'hui des postes importants, notamment chez SAP, bien connu dans le monde des éditeurs et le monde du SaaS, pour nous parler de ce métier de SDR sur lequel je vais revenir. Mais on va d'abord présenter nos invités. J'accueille d'abord Hayat Tamshacht. Je vais laisser se présenter. Hayat, tu vas Bonsoir nous à dire un petit tous. mot. Bonsoir à tous. Déjà, Et ouais, vas-y, je, Hayat, et après, on présentera Leïla. ok. Un petit mot d'abord de présentation. Écoutez, déjà, je suis très heureuse d'être là ce soir. Je pense que c'est important de revenir là, à la source, là où on a appris tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et puis surtout, Eurydice qui nous a permis d'entrer dans l'IT et d'en être là aujourd'hui. Mais je me présenterai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Donc, je laisse la place à Laïla peut-être pour se présenter. Voilà. Et tu nous diras, vous parlerez après évidemment de vos postes respectifs. Donc, Leïla El Jamali, également ancienne, je crois que tu me disais, Leïla, que tu étais de la promo 103, donc nous sommes à 406 aujourd'hui. Je te laisse également te présenter avant que nous attaquions justement notre thème du jour. Bonsoir à tous. Donc, je suis Leïla et je travaille au sein de SAP. Je suis ravie de vous revoir tous pour ce que je connais. Et l'écosystème Eurydice, de le retrouver, c'est vraiment que du bonheur. Alors, mesdames, merci. On va d'abord démarrer par le sujet effectivement des SDR, qui sont autrement dit aussi on appelle parfois plus génériquement des inside sales, mais tout ça, c'est un petit peu aujourd'hui davantage spécialisé. Donc, les Sales Development Representative dans la langue de Shakespeare. Un petit mot avant cela, avant que nos deux jeunes experts nous expliquent le métier, et puis parce que nous avons aussi pas mal d'eurédiciens ou en tout cas d'experts de la vente B2B qui participent ce soir. Ce qui est important aussi, c'est de signaler que les métiers de la vente se sont énormément professionnalisés depuis une vingtaine, une trentaine d'années, et qu'effectivement, c'est un métier qui aujourd'hui est apparu notamment parce que la vente s'est découpée, et notamment à travers les questions de l'apparition des sales automation, du marketing, de la génération des leads et sur le management de ces leads, eh bien, il y a eu un découpage très spécifique et aujourd'hui, eh justement, les SDR sont en charge en tout cas de ces éléments. Première question très simple, mesdames, et on va démarrer par Hayat peut-être. D'ailleurs, Hayat, tu en profiteras peut-être pour nous parler un petit peu de ton parcours. On va voir comment on devient SDR, mais en tout cas, ta position à minima chez SAP. Et surtout, pour nous expliquer concrètement ce qu'est le métier de SDR. Ce qui me laisse le temps de réfléchir une seconde, car petit rappel également, pour dire qu'on va d'abord échanger avec nos invités qui ont des choses à vous présenter. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, vous êtes actuellement une bonne trentaine, et on aura l'occasion de pouvoir poser des questions en direct à nos invités. Hayat, cette fois-ci, c'est parti sur cette question très simple. Qu'est-ce que c'est qu'un SDR ? Merci. Alors, qu'est-ce qu'un SDR? Donc, j'ai préparé une petite présentation pour que ce soit un petit peu visuel. Alors, un SDR, c'est donc un Sales Development Representative, comme tu l'as bien dit. C'est une personne qui va détecter et qualifier des opportunités et qui va pouvoir les transmettre par la suite à son sales terrain. Donc, la détection, elle peut se faire de différentes manières. Il y a deux manières de prospecter. Donc, quand on est SDR, il y a l'inbound et il y a l'outbound. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces termes-là. Alors, normalement, oui, mais tu peux très bien rappeler, c'est aussi l'aspect pédagogique de ces réunions et de ces conférences. Parfait. Donc,
Inbound, c'est tous les leads qui vont provenir du marketing. Admettons que le marketing ait mis en place des démos en ligne, parle de sujets sur différents sites Internet et que, par exemple, le prospect mette ces informations pour pouvoir regarder une vidéo. Donc, ces informations-là sont traitées et arrivent chez le SDR en tant que lead. Donc, le SDR va pouvoir le traiter et appeler le prospect et ce sera plutôt une conversation warm, donc quelque chose de plutôt chaud. Pour ce qui est de l'outbound, ça va être plutôt sur du cold calling. Donc, ça va être le territoire qui va vous être attribué donc par le management et vous allez devoir le prioriser. Alors, justement, c'est pour ça que j'évoque dans mes 3 points la smart prospection parce qu'il va falloir donc vous aligner avec vos sales et l'idée, c'est aussi de pouvoir prioriser vos territoires. Donc, le SDR, il va évidemment, par le biais donc, du CRM, trouver donc, ces comptes qu'il doit prospecter. Alors, quand on est dans une société avec des outils marketing et des informations dans le CRM qui sont bien remplies, normalement, c'est jamais très, très froid. On a de l'information en amont. Donc, finalement, chez nous, en tout cas chez SAP, et pour avoir été chez Salesforce, je vous présenterai un petit peu mon parcours après, même le cold calling ne sera jamais vraiment très cold. Est-ce que je me présente, Erwan? Est-ce que Oui, ta question? oui. Alors, en tout cas, sur ça, est-ce que si je simplifie en disant que finalement le SDR, c'est un peu le manager de tout le process lié à la génération de leads, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait synthétiser et satisfaire ou c'est un raccourci trop rapide? Tu synthétises très bien, c'est le manager de la génération de pipeline dans l'entreprise. Alors, j'ai une expression que j'adore parce que je trouve qu'on va en parler dans les idées reçues. Je trouve qu'on rabaisse un peu trop, on snobe le métier de SDR, alors que finalement, le SDR, c'est quand même la première poignée de main avec le prospect. Donc, il y a énormément de responsabilités qui sont attribuées au SDR. Donc, il ne faut surtout pas snobber ce métier parce qu'on est la première poignée de main avec le prospect et au contraire, on a beaucoup de mérite à trouver des leads. Alors, avant que tu nous parles de ton poste, tu fais bien d'insister là-dessus, puisque Eurydice se bat contre justement un peu tous les présupposés, et notamment un présupposé qui était fort et qui est encore fort un peu en France, qui est sur la légitimité ou la noblesse de la fonction commerciale. Et nous sommes une des rares écoles de commerce qui assument justement le fait de faire de la vente B2B, du commerce et ainsi de suite, là où très souvent, on met ça un peu de côté parce qu'on considère que ce n'est pas la fonction la plus noble par rapport à la finance, au management, au marketing et ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier point. Et à l'intérieur de la vente, il y a aussi des strates, on va dire. Et justement, c'est aussi pour ça qu'on fait cette émission, parce que le métier de SDR est un petit peu effectivement snobé, mais parfois même aussi par nos alternants ou nos jeunes diplômés, parce que je pense qu'ils n'ont pas vu toutes les vertus, notamment alors en termes de carrière, mais même sur aujourd'hui le poids à l'ère de l'automatisation et ainsi de suite que prend justement ce métier-là. Quelle est ta fonction aujourd'hui et qu'est-ce que ça représente finalement, en tout cas quel périmètre ça représente? Alors, mon poste, c'est Et on SDR. comparera avec Leïla du coup. Oui, exactement. Donc, mon poste, c'est SDR Manager. Donc, chez SAP, on a plusieurs segmentations. On a le SMB et Enterprise. Donc, pour faire simple, Enterprise, c'est les comptes ayant plus de 1000 employés dans l'entreprise. Donc, moi, je vais gérer, j'ai une équipe de 13 personnes, donc avec 10 SDR et 3 profilers. Donc, les SDR, je pense que vous commencez à comprendre le métier. Et profiler, c'est la personne en fait, qui va nous aider à trouver de la data via LinkedIn, d'autres sites Internet, en tout cas de rendre le CRM le plus propre possible. Est-ce que tu dirais que le profiler a un profil beaucoup plus marketing du coup? Alors, je dirais oui, marketing, mais ça peut être un tremplin pour le rôle de SDR. Alors, j'ai pas mal de profilers qui sont passés SDR, donc c'est aussi un tremplin chez nous pour ceux qui veulent potentiellement faire une conversion dans ce métier-là. Ou alors, j'ai aussi des alternants profilers qui passent par la suite SDR. Même chose peut-être. Vas-y. Non, j'allais dire, donc, pour compléter, donc, vous voyez la mention IDEMI et North. Donc, mon équipe est internationale. Donc, j'ai la France, le Benelux et les pays nordiques. Et j'ai eu la chance de travailler avec Laïla par le passé. En fait, c'est une ancienne euridicienne, elle se présentera. Quand j'étais manager côté SMB. Donc, c'était une plus petite équipe de 4 personnes.
Et donc, j'ai eu la chance de connaître Leïla. Je te laisse te présenter. Ben voilà, comme vous l'avez dit, Ayat, j'ai commencé par travailler dans son équipe. Donc, je suis SDR au sein de SAP depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, je travaille au sein de l'équipe SMB, Small Medium Business, les sociétés d'à peu près moins de 1000 salariés. J'ai commencé par travailler au sein de l'équipe avec Ayat, qui m'a recrutée dans son équipe et qui m'a managée et complètement formée au métier de SDR que je ne connaissais pas. Moi, je venais du monde du service, dans un grand groupe, certes, mais du côté du service. Et c'est vrai qu'à la sortie de mon expérience dans cette ESN, aussi internationalement reconnue qu'elle soit, il était très complexe de passer du monde des ESN au monde de l'édition sans avoir les a priori liés au monde du service. Donc, commencer par le poste de SDR, quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en postulant lorsque j'ai vu l'offre. Et lorsque j'ai découvert ce poste, ça coulait de source. Donc voilà, j'ai travaillé pendant plus d'1 an avec Ayat. Et puis, toujours au sein de l'équipe SMB, je suis rattachée en fait à l'équipe UK France. Donc en fait, j'ai des collègues qui sont en Angleterre. Mon manager est en Angleterre, mon directeur est aux États-Unis. Donc on a une équipe très hybride, axée sur l'international. Alors, justement, petite question que j'allais vous poser, est-ce qu'on est SDR, naître au sens de naître, ou on le devient? Alors, tu as un petit peu, du coup, là, il a répondu en venant d'une ESN. Toi, Ayat, tu es tombée dedans quand tu étais, alors j'allais dire petite, mais au sens alternante, ou alors c'est venu un peu plus tard? Euh, Alors, c'est vrai que donc mon parcours, j'ai été alternante, j'ai eu une alternance assez chaotique pour être honnête. Donc, j'ai eu 2 entreprises, même 3 si on compte la première, où les missions n'étaient pas cool. Mais en tout cas, sachez qu'avec un parcours chaotique, on peut y arriver. Donc, suite à ça, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai postulé. Sylvain Fantoni me parlait de Salesforce et donc j'ai décidé de postuler chez Salesforce. Et la porte d'entrée chez eux était le rôle de SDR. Donc, je me suis retrouvée en Irlande parce que Salesforce recrute des jeunes SDR, mais en Irlande. Et finalement, j'ai un peu découvert ce métier par hasard parce que je voulais absolument intégrer le monde des éditeurs de logiciels. Et finalement, c'est la première step d'une belle carrière par la suite parce que j'ai pu passer donc, team leader chez Salesforce. Et puis après, j'ai voulu rentrer en France et j'ai intégré SAP. Donc, on le devient, mais j'en parlerai tout à l'heure, il y a des qualités émotionnelles qu'on doit avoir. Il y a une petite question. Alors, justement, j'en profite puisque Nielsen pose une petite question en direct à Leïla, même si après, on essaiera parfois de garder les questions pour la fin. Mais Nielsen te demande, Leïla, si tu prospectes le marché France et UK ou seulement le marché français, sachant que ce qu'il faut dire aussi, c'est d'ailleurs, il y a pas mal de juridiciens qui, à la fin de leurs études, vont travailler pour des éditeurs, je pense à SAP, à Oracle, souvent à l'international, à Dublin, Malaga, Barcelone notamment. Et du coup, par contre, prospecte ou adresse surtout le marché français. Quelle est toi ta cible en tant que telle? Alors moi, c'est uniquement le marché français. Je suis sur le marché français. D'accord. C'est vrai que l'organisation en général dans les grandes sociétés, c'est qu'on commence déjà à Dublin ou à Barcelone, comme tu l'as mentionné. Moi, j'ai commencé directement en France sur le marché français, mais en collaboration en fait avec les équipes UK. Et même si je prospecte sur le marché français, en fait, il y a vraiment un transfert de compétences qui se fait des équipes des uns et des autres. Nous, on transmet nos best practices et vice-versa. Ça marche. Si je peux Vas-y, vas-y. ajouter un petit point, alors à la sortie d'école, et on pourra toujours en discuter en privé pour ceux qui le souhaitent. Moi, donc, quand j'ai intégré Salesforce, j'avais le choix entre la France, le marché français ou des marchés où on parle anglais, des marchés émergents. Et donc, j'ai choisi de travailler sur les marchés émergents. Donc, c'était une superbe opportunité pour moi de pouvoir travailler aussi en anglais. Donc, si vous avez un bon anglais, ça peut être aussi une possibilité pour vous.
Alors, on verra, mais ça, on en parlera un petit peu après, parce qu'il y a une question qui va être importante, notamment, et bon, Leïla a un petit peu répondu sur, voilà, est-ce que c'est le premier step pour entrer chez un éditeur, notamment quand on vient du service, mais je vous propose de garder cette réponse pour un petit peu après. Alors, du coup, c'est Street, malheureusement, je n'ai pas votre prénom, je suis désolé, mais on se garde ça pour après. On va d'abord dérouler encore quelques éléments, puisqu'on a essayé de poser des bases sur, ce qu'était un SDR, quel était un peu son périmètre. Et on va maintenant attaquer, Hayat, et je te laisse aussi un petit peu dérouler les éléments de suite sur, au fait, les clés de la performance ou les clés de la réussite. Qu'est-ce que c'est et quelles sont les best practices sur ce métier? Alors, les best practices, j'ai essayé de les résumer un maximum, mais il y en a plein et on pourra toujours en discuter après. Mais si je devais résumer en 4 points, pour être successful en tant que SDR, il vous faut absolument être structuré, organisé. Ça, c'est important d'avoir, peu importe le CRM, chez nous on utilise Salesforce, mais peu importe le CRM que vous utiliserez, il faut que vous soyez assidu, que vous puissiez remplir vos tâches, que vous mettiez des rappels, que vous soyez super bien organisé. Ça vous permettra de ne jamais rater une opportunité. Et donc, la priorisation, comme je l'ai dit, donc ça, c'est plutôt dans votre organisation de prospection, comment vous allez prioriser les comptes les plus importants. Et donc, ça se fait donc, par le biais de l'alignement que vous allez avoir avec vos sales, donc de trouver les comptes qui vont pouvoir vous apporter le plus de business. Pour ce qui est de l'alignement, donc là, je l'ai mentionné, il n'y a pas que les sales, finalement, il y a aussi le marketing qui va pouvoir vous donner donc des billes sur certains comptes. Vous pouvez toujours vous aligner avec le marketing par rapport aux campagnes qui vont être mises en place et aussi avec les avant-ventes. Donc, les avant-ventes, chez nous, on les appelle Solution Consultants. Mais c'est des personnes qui sont experts sur la solution et qui vont intervenir dans le processus de vente après votre intervention. Et finalement, ces personnes-là ont des connaissances produits qui pourront vous être indispensables dans votre pitch avec vos prospects. La méthodologie, finalement, c'est un peu lié à la structure, mais c'est un peu ce que vous voyez en ce moment, je pense, chez Eurydice. Donc, pour ce qui est de la qualification, il y a des méthodes comme Sandler, je pense que vous connaissez tous. Il y a les bachots qui sont, je pense, même pour toi, Laïla, au quotidien que tu utilises. Oui, c'est la personnalisation des emails que vous allez faire. Alors, je veux bien que vous fassiez, voilà, Ouais, justement, là, oui, donc, non, non, je voulais bien que tu précises le batch mail parce que du coup, c'est pardon, des choses que… que tout le monde ne maîtrise pas. Donc, le bachot, c'est un mail type, un template de mail qui va permettre de toucher un maximum de personnes, mais tout en permettant la personnalisation de ce message-là. Donc, les bachots, donc c'est des choses qu'on voit avec le management, avec le marketing, et l'idée, c'est de pouvoir être le plus concis possible dans le mail, tout en apportant un maximum d'informations, et puis surtout attirer le prospect, parce qu'évidemment, on reçoit des milliers de mails chaque mois. L'idée, c'est de pouvoir cliquer sur cet email et d'être intéressé et de pouvoir y répondre en tant que prospect. Et donc, pour ça, ça passe par de la personnalisation. Donc, par exemple, chez SAP, on a des outils qui vous permettront, donc, comme LinkedIn Premium, Sales Navigator, de pouvoir trouver des informations sur vos prospects, essayer d'attirer l'attention de votre prospect que vous targetez. Et par exemple, essayer de trouver des infos comme il y a eu une levée de fonds de 5 millions, il y a eu un changement de poste récemment. Enfin, voilà, c'est des infos comme ça que vous pourrez mettre en sujet ou dans le corps du mail et qui permettront au prospect d'ouvrir et d'être intéressé par votre email. Il y a également donc, le profiling, et je pense que ça, c'est une notion qui est beaucoup snobé aussi dans le métier de SDR par les SDR. Donc, c'est tout ce qui est recherche. C'est finalement d'être un enquêteur, rechercher les infos, être curieux. Moi, ça, j'en parlerai juste après. Mais à travers tous les outils qu'on va vous mettre en place en fonction de la société que vous intégrerez ou que vous avez en ce moment, l'idée, c'est de pouvoir vous constituer de constituer un ensemble faire des mappings, par exemple, de comptes. Donc, admettons qu'on ait le compte L'Oréal. L'idée, c'est d'identifier toutes les filiales, toutes les structures pour être sûr qu'on ait contacté toutes les filiales et toutes les personnes de ces structures-là.
Alors, ça, c'était les best practices. J'ai essayé de résumer un petit peu, mais vous pouvez toujours me Alors, contacter. Ouais. en tout cas, c'est important que tous nos auditeurs comprennent bien, et notamment ceux qui sont encore en formation, si tu peux remettre juste le point Ouais. précédent. Mais en tout cas, sur les grandes qualités, puisqu'aujourd'hui, on est dans des ventes qui sont de plus en plus processées, notamment alors en lien avec l'automatisation, avec toutes les actions qui sont faites. Mais c'est très important, cette structuration, cette rigueur. Ayad vous a montré avant une sorte de semaine type, mais en tout cas, voyez, avec des choses qui sont avec des rappels extrêmement fréquents. L'alignement entre plusieurs types de fonctions et types de services, parce qu'il y a vraiment une logique justement de ligne et de cohérence. La méthodologie liée du coup au type de technique aussi que vous allez utiliser, et puis bien réfléchir en amont à la question du ciblage ou du profiling, comme Hayat l'a indiqué. On continue sur les best practices. Alors, Ouais. pas simplement. Alors, ce que je Mais voulais montrer là, c'est qu'il y a aussi des qualités émotionnelles qui sont importantes, qui sont clés dans ce métier. Parce que si vous n'avez pas ces qualités-là, je pense en tout cas qu'il va falloir travailler dessus pour pouvoir devenir un SDR. Donc, être solaire, alors ça tient qu'à moi finalement, mais je pense que tout le monde partage un peu cette définition-là, mais c'est hyper important de pouvoir communiquer son sourire par téléphone, d'être de bonne humeur, de communiquer du positif par téléphone, parce que finalement, notre métier se fait et par téléphone et par email et d'autres biais, mais le téléphone reste tout de même notre outil principal. Donc, essayer de travailler sur son attitude au quotidien et voilà, de se dire que le call qui va être mis en place par la suite va marcher, ça va fonctionner et essayer de transmettre du positif. Et je vous assure qu'à chaque fois, en tant qu'ancienne SDR, donc à chaque fois que je me disais ce call va marcher, ça marchait. Alors que quand on part un peu défaitiste, comme par hasard, ça ne marche pas. Oups, je reviens en arrière. Donc, D'ailleurs, j'en profite, Ayad, sur le sujet. Au-delà de la personnalité, parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à inventer, mais est-ce que, par exemple, quand tu prépares ou quand tu préparais des séances de call, est-ce que, un peu à l'instar d'un sportif de haut niveau, est-ce qu'il y a une sorte un peu de préparation mentale pour justement être particulièrement solaire, comme tu l'indiques? préparation mentale et puis préparation business aussi. Je pense que le fait de se sentir préparé fait qu'on va être plus à l'aise. Si on prépare sa séquence de prospection avec des contacts qu'on connaît déjà, des comptes qu'on connaît par cœur, en tout cas, on maîtrise sa liste, ça évitera de se déconcentrer, de perdre du temps sur d'autres tâches quand on va devoir chercher s'il est vraiment client ou pas client ou chercher des infos à droite, à gauche. Alors que quand on prépare bien sa séquence de prospection, tout va bien se passer. Et je conseille de faire du yoga le matin. Voilà. C'est pas Ou est-ce mal. que les filles, vous en êtes à mettre des concombres sur les yeux enfin, vous me direz, au téléphone, les yeux ne servent pas beaucoup, mais en tout cas, pour aussi se préparer. Non, je pense une bonne séance de respiration, c'est pas mal. Le Bon. concombre, je ne suis pas trop dans ce cliché-là. En, en- en tout cas, avant qu'on passe au côté résilient, très important, enfin, et ça, c'est vraiment des choses qu'on véhicule chez Eurydice pour avoir aussi ce qu'on appelle des compelling events. Mais c'est vraiment la préparation du mail pour que ce soit le plus personnalisé possible, le plus challengeant et d'avoir une très belle connaissance de votre interlocuteur. Totalement d'accord. Sur la notion de résilience, du coup. Alors, le métier de SDR, c'est pas que du soleil. Il faut beaucoup de résilience. Donc, pourquoi je le mentionne? Parce que la persévérance, c'est vraiment les qualités que je vais rechercher chez un candidat idéal, hein, finalement. Quand je recrute, c'est ce que je recherche. Une personne qui va persévérer malgré les échecs. Parce que vous en aurez. Et en tant que sales, de manière générale, je pense que vous avez tous fait face à des échecs. Et ça fait partie du rôle. L'idée, c'est de comprendre, de se relever suite à cet échec et surtout de voir ce qu'on a appris. Donc, la résilience, c'est important, sachant que la prospection ne se fait pas juste sur un mois. On ne cherche pas à faire sa target sur un mois, mais finalement, c'est sur une année, sur 2 ans, pour pouvoir également passer à la step d'après. J'en parlerai tout à l'heure, mais la résilience, c'est très important. Pour ce qui est de l'empathie, ça, je pense que c'est une qualité qui est primordiale et ça, je pense que vous l'apprenez tous les jours dans vos cours, mais l'écoute active, surtout avec vos prospects, est clé
pour pouvoir obtenir des informations cruciales qui vont être déterminantes dans la création de vos opportunités. Donc, l'écoute active, c'est pas juste d'écouter, c'est de relever les mots parasites, essayer de questionner suite à ça le prospect et puis surtout comprendre le prospect parce qu'on va avoir beaucoup d'objections. Et je pense que, on appelle ça l'objection handling en anglais, mais la manière de répondre à une objection, finalement, c'est de comprendre le prospect, d'être dans l'empathie pour après diffuser son information. Et puis finalement, ça passe super bien avec cette méthodologie-là. J'en profite pour faire une petite légère incise. Est-ce que, normalement, on est plutôt dans la phase d'après, c'est peut-être les account managers qui ont plus l'occasion de pratiquer ça, mais est-ce que déjà, on peut être ou pas dans des séquences un peu spin ou mini-spin, j'allais dire, dès la phase de SDR pour essayer de, justement, d'embarquer déjà le client ou c'est trop tôt? Non, totalement. Je pense qu'on est pile dedans. Et de toute manière, dans la prospection, les 30 premières secondes sont importantes. Donc, pitcher, le pitch, le spin. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la méthodologie Sandler, c'est clé dans nos métiers. Alors, évidemment, les sales aussi utilisent ces méthodes-là. Mais je pense qu'il faut être structuré dans sa manière de prospecter. Alors, le dernier… Et enfin, la curiosité. Voilà, dernière qualité émotionnelle pour moi importante, même s'il y en a plein d'autres. La curiosité, donc c'est votre capacité à vouloir chercher des datas en interne, en externe, essayer de comprendre l'écosystème. Par exemple, chez SAP, donc nous, on travaille pour la solution Concur, donc qui est un logiciel de notes de frais. Mais chez SAP, il y a d'autres solutions. Alors, l'idée, c'est si on est curieux, c'est d'aller chercher dans les autres équipes, de voir s'il n'y a pas d'autres datas, que si on ne peut pas mutualiser, créer des synergies en interne, mais également chercher dans son réseau. Voilà, la curiosité, c'est tellement de choses dans le rôle de SDR. Donc, je vous encourage à creuser ce point-là, parce que ça se travaille. Des questions jusque-là? Je suis désolé, parce que mon Internet est parfois un petit peu comment dire, fragile. N'hésitez pas. Alors, tiens, typiquement, une très bonne question de Tanguy. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est peut-être maintenant que ça prend toute sa puissance, en quelque sorte, sur l'organisation d'une semaine type. Alors, je ne sais pas si tu reviens sur la slide précédente, mais vos semaines, mesdames, et peut-être aussi Leïla, du coup, comment ça s'organise? Alors, je reviens. Peut-être que tu peux commenter, et puis moi, Oui, tout à fait. je pourrais rajouter les infos. Alors, en fait, on voit là que c'est un plan de prospection sur la semaine qui est séparé sur la stratégie inbound-outbound. Comme vous l'a expliqué Hayat, il y a deux façons de prospecter, avec la collaboration du marketing ou alors sur un plan qui est totalement créé par le SDR qui va s'organiser des listes et qui va rechercher tout un plan, un territoire à prospecter. Donc là, si je peux ajouter, vous voyez dans l'agenda T2, T3, alors ça veut juste dire tier 1, tier 2, tier 3. Donc, en fait, c'est son territoire. Donc là, c'était le screenshot d'un de mes SDR, de son agenda. Et finalement, il a découpé dans sa semaine, il a priorisé les comptes qui target avec son sales. Donc, T2, ça va être les comptes qui sont les plus chauds. Et puis, T3, ça va être ceux qui sont un peu moins chauds, mais qui méritent quand même d'être prospectés. Donc, voilà, juste pour vous expliquer les appellations. Là, on voit report IH. Donc, en fait, c'est juste des rapports issus de notre CRM. Et il va, par exemple, targeter sur cette séquence-là de 9h30 à 10h30 tous les comptes qui ont déjà eu un intérêt par le passé. Donc ça, c'est aussi des campagnes importantes qui sont à l'initiative du SDR. Il y a aussi des moments où il va travailler donc, le digital selling avec des posts sur LinkedIn, des messages sur LinkedIn. Là, on ne le voit pas parce que finalement, c'est une semaine type, mais ça ne reprend pas toutes les activités. Mais il peut y avoir des vidéos de prospection. Donc, ça, on a des outils en interne. Donc, ça, de préparer cette prospection-là, un peu new generation. Il y a également les meetings en interne, l'alignement avec les sales, l'alignement avec le manager, l'alignement avec l'équipe, l'alignement avec le marketing, etc., etc. Le jeudi, vous pouvez voir le Blitz Day. C'est des jours où on va travailler par segment. Donc, de temps en temps, on focus sur certaines industries ou alors sur certaines typologies de comptes.
Et donc, ça se passe le jeudi et tout le monde focus sur le même type de compte ce jour-là. Et on fait des campagnes tous ensemble et ça nous permet de faire un push sur certains comptes. Voilà comment on s'organise. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, mais je reste à ta dispo. Oui, alors, il y a une question assez intéressante finalement, alors, qui renvoie un petit peu au début de notre échange, mais pourquoi pas utiliser le terme commercial tout simplement ou ingénieur commercial et pourquoi cette spécificité de la terminologie SDR du coup? Nous pose Mathias. Mathias, très bonne question. Alors, c'est les mots qu'on utilise, c'est les termes qu'on utilise dans le SaaS. Donc, Sales Development Representative, ça veut dire commercial finalement, mais il fallait juste déterminer le nom du job du SDR et le nom du job du sales terrain, donc qui diffèrent en fonction des entreprises. On peut entendre account exécutive, on peut entendre Regional Sales Enterprise Leader, on peut entendre account manager aussi. Enfin, bon, il y a plusieurs appellations en fonction des entreprises, mais en tout cas, SDR, c'est plutôt le mot qu'on utilise dans toutes les boîtes des éditeurs de logiciels. Donc, Voilà. Oui, ça vient d'anglais. Donc, c'est pas une invention, on va dire, d'SAP ou de Hayat là-dessus, puisque c'est vraiment un terme consacré dans tout le monde des éditeurs. Et avec vraiment l'idée de manager les leads en amont pour avoir un pipe relativement, surtout bien qualifié, très précis, pour que les account managers transforment l'essai. Alors, si je faisais pour ceux qui aiment le rugby, il y a les avants, alors ce serait qui font de la conquête, ça serait plutôt les SDR, et puis parfois les account managers qui sont plutôt ce qu'on appelle les arrières, alors qui parfois bénéficient un petit peu des lauriers du cycle de vente parce que souvent ils sont dans une partie transformation, mais pas que. Il y avait une autre question, alors tiens, Tanguy, là ça peut être un peu variable, mais qui vous pose, alors il y avait une autre question, pardon, sur la question du taux de transformation, Anthony, en disant, bah, tiens, un SDR, comment vous mesurez les métriques de vos transformations? je pense que ça, c'est une question pour moi, mais tu pourras répéter, Laïla. Pour la Donc, manager, du coup. c'est ça. Alors, j'insiste sur le fait que ce n'est pas du micromanagement, c'est vraiment des outils pour vous aider à atteindre vos targets. Donc ça, c'est en tant que manager, j'insiste sur ces termes-là. Mais on utilise donc des soft KPI avec le nombre d'appels par jour. Mais finalement, le nombre d'appels par jour, ce n'est pas un indicateur, c'est plutôt les appels aboutis. Donc des appels des appels où vous avez des conversations intéressantes avec les prospects. Donc c'est plutôt ce genre de métriques que je vais regarder. Il peut y avoir aussi, donc c'est les activités de manière globale, mais je vois aussi la question, quels outils donc, alors, juste là, Oui. pour revenir à la question, il y avait Sur le taux de transformation, puis on parlera des outils après. Du coup, OK. je vais gérer pour te laisser confortablement. Je te lis les questions du Merci. chat. Alors, pour ce qui est du taux de transformation, tout dépend déjà de la segmentation. Ça, c'est important parce que chez nous, donc Laila est sur du SMB. Chez moi, il va y avoir du mid-market et du enterprise. Donc, ça veut dire donc, les entreprises moyennes entre 1000 et, par exemple, 10 000 employés. Et puis, il y a les top, le CAC 40, le CAC 40, donc les grosses entreprises de France, où là, finalement, il y aura beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de volume, mais ce sera plutôt des activités qualitatives. On va essayer de trouver les bons contacts, faire vraiment un travail d'enquêteur. Donc, c'est finalement des jobs qui peuvent différer en fonction de la segmentation sur laquelle tu peux être. Concernant le taux de transformation, alors tout dépend de chez moi, en tout cas, ce taux de conversion est différent entre chaque personne. Certains vont avoir un meilleur taux de transformation sur les calls, d'autres sur les emails. Par exemple, j'ai un call sur 10 aboutit à une conversation en moyenne et un email sur 8 à un retour si on a bien préparé ces mails-là, justement. Donc, j'insiste sur la nature du mail qui va être préparé en amont. Soit ça va être du mass mailing et dans ce cas, il y a très peu de retours ou en tout cas, il y a beaucoup moins de retours que sur un bachot email qui va être très personnalisé et mieux ciblé. Donc là, on aura un meilleur taux de retour. Ouais, j'en profite sur la remarque de la résilience, puisque vous voyez que là, on nous parle de 10% par exemple d'un taux de retour, qui peut être, ou on peut appeler transformation. Mais ça veut dire que quand vous pratiquez pas des choses sophistiquées, on peut être à 1% ou 0,5. Alors, 10%, ça paraît toujours faible finalement, mais c'est toujours 10 fois plus
que si on fait ça, entre guillemets, comme un bourrin et sans avoir des éléments en tout cas, un petit peu sophistiqués. Dans les outils que vous utilisez, et ça peut être Leïla aussi qui intervient, et aussi la question, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour Leïla, par exemple, combien de calls tu passes par jour? Alors, est-ce que ça se mesure en call ou en tout cas, qu'est-ce qui est conseillé? Alors, oui, ça dépend vraiment du marché et des sociétés qu'on adresse. C'est vrai que ça peut être fluctuant en fonction de l'activité, selon que l'on soit au début du quarter, au début du mois ou à la fin du mois, on ne va pas avoir le même genre d'activité. De manière générale, ce que l'on conseille, c'est en moyenne 50 activités par jour, mais c'est vraiment une moyenne qui n'est pas forcément représentative de la réalité parce en pratique, ça va être plus ou ça va être moins en fonction de ce qu'il y a dans la journée ou dans la semaine de prévu. Des activités de prospection, que ce soit des calls, des emails, des mails, voilà, des appels, des appels aussi grâce à ce qu'on a eu avec des visioconférences. Et donc là, on va enchaîner dessus les appels. Vraiment, il n'y a pas de chiffre type, il y a le chiffre qui va vous ramener des rendez-vous, tout simplement, parce qu'à la fin, c'est tout ce qui va compter. Et plus vous ferez d'activités, plus il y aura de résultats à la fin. Il faudra toujours en fait se monitorer par rapport à cette moyenne, voir quel est notre taux d'activité au quotidien qu'on peut faire et puis l'ajuster en fonction des sujets. Moi, je dirais de s'adapter en fonction du quotidien et de ce qu'on voit dans voilà, dans notre agenda parce qu'en parallèle, on participe aussi à énormément d'événements, de réunions avec les sales, les customer success, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hybride et donc l'activité va en découler. Et ce taux d'activité va vraiment dépendre de l'organisation dont parlait Hayat, de comment est-ce qu'on va s'articuler à partir de là. Alors, il y a deux questions qui sont assez intéressantes là-dessus, que ce soit de Tanguy, alors de Street notamment, en se disant, au fait, à quel moment on considère qu'un lead est perdu, de degré de ténacité ou d'acharnement? Alors là, bon, il y a des exemples avec un nombre là-dessus, mais est-ce que vous fixez une limite justement en disant, bah, une fois qu'on a relancé 3 fois, voilà, on s'arrête quand? Et alors là, ce sera peut-être que c'est une question pour Leïla, et puis une question qui sera peut-être un peu plus pour Hayat, sur quand est-ce que s'arrête l'étape du SDR et que le SDR remet le bébé aux ingénieurs d'affaires, aux account managers et ainsi de suite. Donc Leïla, tu arrêtes quand, toi, en termes de relance notamment? Alors, en moyenne, ce qu'on observe, c'est qu'il faut voilà, exactement, un minimum de 7 interactions avec le prospect pour espérer avoir un retour. Ça ne veut pas dire que le retour sera positif, ça veut dire seulement qu'on aura l'ébauche d'une réponse au bout de 7 touches, ce qu'on appelle les touches, donc les interactions qu'on peut espérer avoir avec eux, que ce soit par mail, par téléphone, LinkedIn, etc. Donc un 7, c'est le minimum. Il n'y a pas de nombre limite parce que si, par exemple, aujourd'hui, sur cette semaine, vous êtes arrêté à 10 sur un certain compte, vous savez que dans 2 mois, vous allez recommencer sur ce même compte parce qu'il est stratégique et donc ça ne s'arrête jamais. Moi, j'ai des comptes que j'ai prospectés l'an dernier sur des touches avec 14 échanges, mais on recommence cette année. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Là, on se dit qu'il faut s'arrêter, c'est lorsqu'on a une réponse vraiment claire où on sait que pour le moment, il y a absolument pas la possibilité d'avancer plus loin, encore qu'on le garde toujours en tête et on relance plus tard. Et sinon, lorsque vraiment c'est le silence radio, il y a tellement de sociétés à prospecter qu'il y a tellement de choses à faire que ce n'est pas un problème en fait. D'accord. Juste avant que. Oui, oui, Hayat, mais juste une petite question encore, c'est est-ce que parfois vous fixez des limites dans le temps? Je m'explique parce que tu évoquais le fait que, par exemple, bah, tiens, tu as peut-être posé des jalons maintenant, et puis peut-être que le filet n'a pas marché tout de suite, mais qui peut se lever quelques mois après. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui, comme ça, vous mettez des limites ou des éléments de rappel, de régularité? C'est tout ce qu'Ayat expliquait en fait sur la question de l'organisation pour fixer ses rappels, pour vraiment savoir qui relancer à quel moment sur notre plan et sur les comptes stratégiques. C'est comme ça qu'on s'organise en fait. Mais oui,
pour moi, c'est le suivi et le rappel, c'est la redondance et c'est la répétition d'actions auprès des prospects qui va donner les résultats. Et c'est le cœur de ce métier, c'est le cœur de la stratégie. Donc, je ne sais pas si ça répond un petit peu à la Alors, question, mais moi, je dois quand même nuancer. Alors, Ayad va compléter. Ouais. je t'en Parce prie. que, alors, on fait face à Leïla qui est très persévérante et c'est pour ça que je l'ai recrutée à l'époque. Mais j'avoue que moi, en tant qu'ancienne SDR, je m'arrêtais. Justement, c'est cette touche pour moi c'était la limite que je me fixais. Et si j'avais pas de retour, c'est que j'estimais qu'il fallait que je revoie donc mon modèle de bachot, donc des emails personnalisés, ou alors qu'il fallait que je passe par un autre contact. Sachant que dans une entreprise, on va avoir donc les decision makers, donc ceux qui vont être décisionnaires, on va avoir les sponsors et les influenceurs. Donc ça, c'est les personnes qu'on doit identifier. Et si on n'arrive pas à rentrer dans la société par un biais, enfin chez le prospect par un biais, il faut qu'on en essaye un autre. Donc je pense que cette touche, c'est très bien. Et si ça ne répond pas, il faut essayer par un autre biais, par une autre personne. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent. Alors, on parlera après, puisqu'on voulait aussi avancer sur quel poids du SDR dans une carrière finalement commerciale et comment ça s'articule. Je ne sais pas si on pourra voir tous les sujets. On prend encore une ou deux questions et puis après, on avance justement un peu sur les idées reçues, parce que c'est aussi un des objectifs de cet échange. C'est Fatoumata qui pose une question. Alors, tu en as déjà parlé, Ayad, peut-être qu'on peut faire un peu synthétique, mais voilà, d'une manière générale, quelles sont un peu les grandes métriques par rapport à ça. Et puis tu évoquais aussi un peu de manière subliminale, finalement, un peu la méthode médic. En tout cas, le fait qu'il faut à un moment donné un GPS qui serve justement pour bien repérer la nature de l'interlocuteur, celui qui va être le vrai décideur, celui qui va être un peu notre sponsor, notamment. Alors, pour répondre à cette question, alors juste, j'en vois plusieurs, excuse-moi, ça m'a Alors, c'est mélangé. celle de Fatoumata qui parlait des métriques. Comment se composent les objectifs en tant que SDR? Est-ce que c'est le nombre de rendez-vous? Est-ce que c'est le nombre de leads qui vont être donnés aux ingénieurs? Est-ce qu'il y a aussi des aspects qualitatifs? Ouais. Alors, chez nous, en tout cas, et puis je peux aussi vous donner comment ça se passait chez Salesforce. Donc, on est sur une target qui est divisée en deux, avec une partie de nombre d'opportunités qui sont sourcées par les SDR et qui sont validées par la suite par les sales terrain. Donc, ils reconnaissent le fait que vous avez sourcé un projet. Donc, ça, c'est sur le nombre d'opportunités. Et puis, la deuxième partie de la target va se faire sur la valeur. Et donc, ça, c'est que représentent en valeur ces opportunités-là. Et donc, il y a une target. Donc, par exemple, chez nous, on est à quatre opportunités à sourcer et un certain nombre que je ne peux pas communiquer de valeurs à sourcer. Par contre, chez Leïla, comme elle est sur du small business, je laisse te... Oui, c'est un petit peu différent chez nous. On est toujours sur le même principe. Il s'agit que, en fait, il faut un rendez-vous vraiment qualifié avec un projet à la clé. Et c'est au nombre de 8 de notre côté. Ça dépend si vous êtes senior ou SDR. L'objectif n'est pas le même. Et ensuite, il faut qu'au minimum 70% de ces rendez-vous aboutissent à réellement un cycle de vente poussé avec la démonstration, etc. Merci, mesdames. Alors, avant qu'on réponde à Mabel sur les bonnes techniques pour s'organiser, une petite réponse à Marc par rapport à un exemple de Bachomel ou de script. Moi, j'ai juste prendre un exemple alors qui a peut-être fait rire ces dames. Je vais vous expliquer pourquoi. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai voulu avoir leur PDG, donc en l'occurrence Gérald Carsanti, justement. Alors, c'est pas tout à fait un élément business, mais vous allez comprendre que ça aurait pu l'être en tant que tel pour être, comment on appelle ça, parrain de la remise des diplômes. Et donc, j'ai utilisé les techniques finalement de prospection et de social selling pour y arriver. Vous allez voir pourquoi. Je me suis d'abord dit, tiens, je vais essayer d'avoir une mise en contact particulière sur LinkedIn. On s'était croisés, on était contact, mais quand on en a 10 000, finalement, ce n'est pas un contact tellement qualifié. Et je me suis dit, tiens, c'était l'époque où il est passé en quelques mois de Hewlett Packard, HPE, Hewlett Packard Enterprise, à Oracle, puis à SAP. Et donc, j'ai publié un post sur LinkedIn en disant, après Neymar au PSG, Gérald Carsanti arrive chez SAP et je lui souhaite voilà, tout le meilleur dans ses missions et ainsi de suite. Et là,
Donc, je le tag et ça le fait marrer. Et c'est le premier à réagir. Et du coup, il me dit, ah, sympa, Erwan, j'espère que je dribblerai aussi bien que Neymar, notamment. Du coup, en tout cas, je suis un peu repéré, si vous voulez, dans l'espace. Et là, je me dis pas, j'aurais pu, comme le font souvent pas mal de commerciaux, c'est-à-dire tout de suite enchaîner et avoir un truc à vendre et proposer, ce qui en général refroidit l'affaire. Et je laisse justement la chose reposer. Sauf que déjà, ce poste-là a eu quand même une audience assez importante pour l'époque, puisqu'il y avait eu 50 ou 60 000 vues, ce qui était plutôt pas mal. Et derrière, quelques semaines après, il se trouve que SAP rachète une structure. Je crois d'ailleurs que c'était Concur, si ma mémoire est bonne, j'ai un petit doute. Mais du coup, je profite de cette actualité, là encore, pour cette fois-ci faire un poste un peu plus stratégique et je le tag également pour dire, bah voilà, SAP continue son développement, blablabla, blablabla. Et là, c'est Gérald Carsanti qui, à nouveau, répond en disant, bah oui, effectivement, voilà nos éléments de stratégie. Et là, je me suis dit, bon, ça fait 2 fois. Et donc, j'ai fait un mail, cette fois-ci personnalisé, qui permettait de rentrer en contact avec lui pour qu'il me repère, parce qu'il doit recevoir pas mal de messages. Ce qui, en l'occurrence, était le cas. Et du coup, j'ai pu dire, bah voilà, merci d'avoir rebondi sur mes échanges, me permet, nous aurions l'honneur d'eux, et de vous présenter les éléments d'alternance. Et j'ai pu, du coup, le rencontrer et il a pu être parrain de remise des diplômes. Alors, c'est pas du business tel que le font ces dames, mais en tout cas, voilà des exemples personnalisés d'essayer de voir quelle est l'actualité de son interlocuteur ou de son entreprise pour avoir un moyen d'action et qu'on ne se dise pas, tiens, ce mail-là, il aurait pu être reçu par tout le monde. Non, il m'est vraiment adressé et je sens que ça a été très choisi et personnalisé. Alors, bah, du coup, dans la même veine là-dessus, alors, j'oublie pas la question de Mabel, peut-être, allez, quelques éléments techniques pour organiser au mieux ces relances, mais tu as parlé des rappels notamment, mais comment la manageuse, du coup, sans faire de micromanagement, suit un peu ces éléments-là et on répondra à Monsieur Texera, je crois, là-dessus. Alors moi, c'est par le biais de Salesforce, donc il y a un CRM qui nous permet de tracer toutes les activités, les opportunités créées par les SDR, et puis surtout, moi je demande aux SDR de mettre toutes les informations possibles concernant leur prospection pour qu'on puisse après en one-to-one, donc c'est des meetings qu'on a chaque semaine entre le SDR et moi, et suivre ces opportunités-là pour voir où est-ce que ça bloque, comment on peut essayer de passer justement ce blocage et puis surtout essayer d'en savoir un petit peu plus sur tous les deals en cours. Alors, pour ce qui est des rappels en eux-mêmes, c'est vrai que le CRM aide beaucoup parce qu'il y a des tasks qui peuvent être mises en place grâce au CRM. Donc, par contre, moi, ce que je déconseille à tous, c'est de faire ça manuellement dans son calendrier, dans son agenda. Ça, c'est un peu le piège parce qu'on peut vite perdre des relances de cette manière-là. Il suffit que vous ne soyez pas là à la dernière minute, que vous soyez malade, qu'il se passe quelque chose et puis que vous loupiez de regarder votre agenda d'il y a 1 ou 2 semaines. Donc, je ne suis pas trop fan de faire ça de manière manuelle ou de le mettre par écrit dans un cahier. Ça, c'est moyen. Après, bon, j'ai travaillé chez Salesforce, donc c'est vrai que je suis une pure vendeuse une pure accro à Salesforce. Donc, voilà, pour moi, un bon CRM, bien le populer et grâce à ça, on peut bien suivre ces opportunités. Mais est-ce que tu as, toi, Laïla, des best practices? C'est exactement ça, en fait. Lorsque vous passez par le CRM, vous avez la possibilité de configurer des alertes pour, en fait, non seulement avoir toujours les derniers échanges, mais en plus les rappels qui apparaissent en plein devant vous dans votre ordinateur, vous ne pouvez pas les louper. Et puis, si vous tombez dans le cas de figure où vous étiez absent ou vous n'avez pas vu dans votre agenda, et ben ça, vous ne pouvez pas le rater parce que tant que vous n'avez pas adressé l'alerte, et ben elle apparaîtra toujours. Donc oui, bien s'organiser avec le CRM, rentrer le maximum d'informations possibles, que ce soit les informations qu'on a eues par téléphone, mais également les mails. C'est vrai qu'on a tendance à ne pas rentrer les mails lorsque on reçoit des réponses où on met juste la réponse vaguement ou le résumé qu'on en pense, mais c'est très important de bien répertorier tous les emails qu'on a reçus parce qu'il y a des signatures, parce qu'il y a des informations importantes. Et on se souvient beaucoup mieux des derniers échanges comme ça et ne pas recommencer sur un échange qui ne tient pas compte de l'historique parce que ce n'est pas très professionnel.
Alors, le temps file, mesdames, évidemment que c'est les lois du direct. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, on va essayer de synthétiser puisqu'on voulait parler justement de deux, trois choses. Un, d'abord, les idées reçues sur le métier, puisqu'on est aujourd'hui réunis pour parler du métier de SDR. Donc, on va essayer de synthétiser tout ça. Et puis surtout, ce qui va aussi nous intéresser, c'est deux, trois choses, notamment un, en quoi c'est un palier justement dans sa carrière et un palier important. Et puis, je voudrais qu'on garde un mot sur la place également de l'international puisque c'est aussi une dimension importante. Alors, de manière un petit peu synthétisée, mesdames, sur justement les quelques idées reçues, et on a tes slides, Hayat, là-dessus, si tu peux nous en parler. Je t'en prie. Ok, ça marche. Ou Leïla. Vas-y. D'accord. En fait, lorsqu'on pense au poste de SDR, on a cette image un peu à la call center d'une liste d'appels qu'on doit appeler à la suite avec du cold calling et ne faire que ça. Et ensuite, lorsqu'on a le rendez-vous, tout transmettre au commercial qui récolte tous les lauriers, qu'on est moins payé et qu'en plus de ça, on a fait tout le travail le plus difficile pour très peu de résultats à la fin et qu'ensuite, c'est une sorte de régression lorsqu'on sort d'école ou lorsqu'on a fait déjà un poste d'ingénieur d'affaires ou de commercial, on a vu tout le processus de vente, revenir sur la partie prospection. C'est les genres d'a priori que j'ai pu entendre et que moi-même j'avais lorsque j'ai compris qu'il y avait un poste qui était ciblé sur la prospection. Je me suis dit, mais pour tout transmettre après, mais comment est-ce que je vais assumer ça alors que avant, je faisais le process au complet avec la négociation, alors qu'avant, j'allais voir le client et là, c'est comme si on m'interdisait de voir le client. Donc, on a ces a priori au départ. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait… Alors, justement, si on rentre dans le vif du sujet, si on est dans le vif du sujet, il faut être très concret puisqu'on va parler de salaire et de carrière. Alors, est-ce qu'on peut donner des fourchettes éventuellement quand on est un peu jeune diplômé ou quand on a déjà, comme vous, quelques années d'expérience pour se donner une idée? Alors, en tant que SDR, chez nous, c'est entre 55 et 65 K. Donc, c'est des très beaux salaires pour une sortie d'école. Sachant que, j'en parlerai tout à l'heure, mais après 2 ans d'SDR, 1 à 2 ans en fonction des opportunités en interne, on peut passer sales et là, on passe à des salaires qui triplent, qui doublent en fonction du profil et du job qu'on convoite. Donc, c'est un bon investissement et puis je trouve que c'est un job qui est très bien payé pour ce que c'est. Donc, voilà, chez nous, en tout cas, on paye bien. Alors, je crois qu'avec ton 65 000, tu as un petit peu, non pas affolé les réseaux, mais les éléments. Alors, est-ce que c'est uniquement chez SAP ou justement, si tu prends des Salesforce ou si tu prends d'autres éditeurs, c'est quelque chose qui est assez homogène, on va dire, en termes de rémunération? Alors après, c'est de la négociation, c'est vous qui négociez votre salaire, mais si vous avez de l'expérience, je dirais entre 2 ans, 3 ans d'expérience. Donc l'alternance compte également, il ne faut pas réduire cette expérience-là. Chez Salesforce aussi, on est dans ces fourchettes-là. Après, encore une fois, c'est vous qui négociez votre salaire, mais en tout cas, on est dans la fourchette entre 55 et 65 pour des SDR. Et alors, justement, par rapport aux préjugés sur le côté, ce serait finalement un call center un peu basique. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes, jeunes apprentis chez Eurydice qui hésitent un peu pour aller pour les uns vers le service ou au contraire aller vers des éditeurs avant qu'on parle de l'international? C'est quoi la réponse que vous faites par rapport à ça? Alors, j'ai travaillé dans une ESN. Et alors, je n'ai pas du tout aimé, mais alors ça tient, chacun ses goûts. Hein. Mais alors, ce que je dirais, vu que j'ai vécu les deux, travailler dans une ESN, finalement, c'est être commercial, mais aussi être manager et recruteur. Et c'est cette partie-là, en fait, qui me posait problème parce que j'avais l'impression de ne pas avoir de work-life balance, on appelle ça. Donc, c'est avoir un équilibre entre sa vie perso et sa vie pro, ce qui est totalement possible quand on est SDR parce que finalement, on n'a qu'un seul job qui est d'être commercial, de détecter des opportunités.
Donc, moi, j'ai pas aimé, bon, après, c'est que mon avis, j'ai pas aimé le job dans une ESN, mais je comprends et j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui s'épanouissent. Donc, tout dépend des appétences. Mais aujourd'hui, là, dans mon équipe, bon, là, on est resté plus tard pour vous, mais dans mon équipe, voilà, à 17h, 17h30, 18h, les gens partent quand ils veulent. Et puis, finalement, c'est du respect. Et si on fait ses targets, si on fait son travail, qu'on est productif, je n'ai pas besoin de présentéisme, je n'ai pas besoin que tu restes au bureau jusqu'à 20h, j'ai aucun intérêt. Je serai chez moi de toute manière. Voilà. Petite. Alors, on va essayer du coup d'avoir des questions et des réponses du coup un peu rapides pour qu'on balaye l'ensemble. Beaucoup de télétravail, puisqu'on pense, si on pense entre guillemets call center ou en tout cas travail, est-ce que le télétravail est développé? Et puis, j'aimerais qu'on arrive à l'international, parce que souvent, ces postes-là, on va dire, sont délocalisés. Et vous pourrez parler de vos expériences, et notamment toi à Dublin, Hayat. Donc, est-ce que télétravail possible ou au contraire, on essaye de manager avec les personnes en présence, et on parle de l'international après. Alors, chez nous, on a 2 jours de télétravail, donc ce qui est très bien. Et puis, l'idée de se retrouver au bureau, ce n'est pas une punition, c'est vraiment de partager des moments ensemble et puis surtout de créer de la synergie, essayer d'écouter les autres parce que finalement, dans l'open space, on entend les discours de chacun et ça aide à forger son propre discours. Donc, pour moi, c'est un plaisir aussi de venir au bureau. Et puis, on apprécie aussi ces jours à la maison et j'ai une totale confiance. Évidemment, il y a tout n'est pas écrit dans une pierre. Je suis toujours flexible et s'il y a des moments où on ne peut pas venir, on ne vient pas. Et le bien-être avant tout, quand on est malade, on ne vient pas. Enfin, voilà. Donc, je pense que le Covid a bien aidé, mais déjà avant le Covid, on avait beaucoup de flexibilité. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on aborde, puisque là encore, il nous reste que quelques minutes, la partie internationale. Et puis, du coup, ce qui amène vers le palier, justement, de account exécutive. Alors, il y a pas mal de choses sur les salaires, mais on y reviendra après, sur le fixe, le variable, ce genre de choses. Je savais que ça susciterait débat. C'est ça, c'est ça. Mais bon, Alors, il faudrait d'abord qu'on revienne sur, le palier, enfin, le pied mis à l'étrier pour passer account exécutive. Est-ce que c'est très fréquent? Et puis, la dimension internationale. Alors, il nous reste 2 minutes, ça va le faire. Donc, on peut étendre un tout petit peu, mais voilà. OK. Donc, SDR, finalement, c'est ce qui va permettre, c'est le tremplin, c'est la voie royale vers le poste d'account exécutif, donc de sales terrain, peu importe comment on l'appelle, commercial, ingénieur d'affaires. SDR, c'est le tremplin pour y arriver. Et alors, ce qui est intéressant, donc malheureusement, on n'aura pas le temps de développer ce point-là, mais Leïla voulait évoquer le fait que les meilleurs accounts exécutifs dans le soft, et ça, je peux le prouver donc chez Salesforce et chez SAP, c'est ceux qui sont passés par la case SDR. Pourquoi? Parce qu'ils ont connu l'écosystème, ils connaissent par cœur les comptes et une bonne connaissance donc, de toutes les méthodologies en interne et de la solution en interne. Donc, c'est la voie royale. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas que ça. Donc, SDR, ça peut... Vas-y, prends ton temps, Hayat, on va prendre le temps, t'inquiète pas. Top. Donc, SDR, ça peut mener à des postes d'account exécutif, comme je l'ai dit avant, c'est la voie royale. Mais j'ai 30% de mes équipes qui sont parties sur des postes Customer Success. J'ai aussi 30% qui sont partis sur du channel. Donc, il y a énormément de postes sur des entreprises, dans les entreprises du software. Alors, Solution Consultant, c'est vraiment pour ceux qui ont un peu plus d'appétence technique et qui vont vouloir faire des démos, des solutions. Mais il y a aussi une dimension commerciale dans le rôle d'avant-vente. Le marketing, j'ai aussi connu une personne qui était SDR, qui est passée marketing. Pareil pour l'enablement. Donc, l'enablement, ça va être l'équipe qui va se charger des trainings en interne. Et finalement, être SDR et vouloir s'occuper des trainings des SDR, c'est tout à fait possible. Et ça, je l'ai vu en interne. Il peut y avoir, comme moi, j'ai commencé donc SDR, puis je suis passée team lead SDR en Irlande, puis après je suis rentrée en France chez SAP, je suis passée manager de l'équipe SMB, puis maintenant manager Europe. Donc, beaucoup de possibilités en interne et je pense vraiment, moi j'y crois fermement et puis Leïla aussi, elle se dirige plutôt vers des postes de customer success, si je comprends bien. C'est génial pour pouvoir déjà créer son network en interne, développer des connaissances, des solutions et puis après pouvoir jumper sur d'autres rôles. Donc ça, je trouvais intéressant quand même de le développer.
parce qu'on pense que c'est que sales par la suite, alors qu'il y a plein de possibilités. On sait que c'est des postes qui ne sont pas amenés à durer très longtemps. En général, sauf exception, et encore, c'est possible qu'il y a des gens qui sont très épanouis en restant SDR pendant leur carrière, mais l'évolution est assez rapide. En général, dans 2 ans, en fait, on peut switcher sur l'un des rôles qu'a énoncé Hayat. Et justement, en étant SDR, c'est ces possibilités qui vont s'ouvrir parce qu'on sera au plus près de ces postes. On va collaborer avec eux vraiment au quotidien. On va vraiment avoir un impact sur leur quotidien et vice-versa. Donc, c'est être un petit peu faire un petit peu partie de l'équipe marketing, faire un petit peu partie de l'équipe sales, faire un petit peu partie de l'équipe customer success. Et c'est pour ça qu'on peut se diriger vers tout ça et qu'on est assez hybride et que c'est un véritable tremplin. Et pour le poste d'account exécutif, comme l'a dit Hayat, j'en parle même pas. Les managers et les recruteurs maintenant au sein des SAP sont très, très à l'écoute des personnes qui ont été SDR auparavant parce qu'ils savent qu'ils ont la pipeline génération dans l'ADN en fait, et c'est absolument ce qu'ils recherchent pour les accounts exécutifs. Petite question intéressante de Nielsen, quel est le rôle exact finalement d'un account exécutif par rapport aux solution spécialistes par exemple? Alors, ça aussi, hein, c'est l'avantage de faire partie de travailler chez un éditeur de logiciels, c'est qu'on a plusieurs fonctions. Le SDR, le Solution Consultant, le Channel, finalement, c'est très confortable pour un sales d'avoir toutes ces équipes autour de lui qui puissent l'aider. Et donc, le Solution Consultant, ça va être une personne qui est experte dans la solution. Donc, ça va être toutes les questions un petit peu plus techniques qui seront adressées à cette personne-là, donc qui va pouvoir créer une démo personnalisée pour le prospect. Alors, je vois d'autres questions. C'est plus des profils d'avant-vente et… C'est ça, c'est avant-vente, clairement. Alors, je vois 65K seulement pour SAP. Alors, pas du tout. Voilà, pas du tout. Mais on pourra en discuter si tu veux. Oui, ça voilà, on disait que là-dessus, puisqu'on finira en conclusion sur le recrutement, justement. Voilà. Moi, j'avais une question justement sur la dimension internationale, et on va arriver au recrutement, sur le fait que très souvent, ça a été ton cas, tu peux peut-être le raconter à Dublin. Leïla, je ne crois pas de mémoire, ou je me souviens plus, mais on a pas mal de jeunes qui sont SDR à Barcelone ou à Malaga notamment. C'est ça. Donc, alors, à la fin de vos études, vous aurez la possibilité de faire d'intégrer une entreprise à l'étranger. Donc, moi, j'ai choisi Dublin parce que je n'ai pas vraiment choisi Dublin. C'est Dublin qui m'a choisi parce que j'ai voulu travailler chez Salesforce. Donc, j'avais jamais mis les pieds à Dublin et finalement, j'ai mis les pieds la première fois pour travailler chez Salesforce directement. Je partais pour 6 mois et au final, je m'y suis retrouvée 2 ans et demi. Et c'était génial. Donc, c'est là où j'ai tout appris en plus de ce que j'ai appris chez Euridis. Mais il y a d'autres possibilités. Si vous le souhaitez, on pourra toujours en discuter sur les entreprises qui recrutent à l'étranger. Donc, il y a l'Irlande et l'Espagne principalement, mais pas que. Donc, tout est possible. Il y a aussi la possibilité de faire des VIE pour ceux qui souhaitent aller à l'étranger. Donc, ça, vous êtes… Je trouve que pour les euridiciens, on est encore plus valorisé dans les VIE parce que vous avez l'expérience de l'alternance, la spécialisation dans l'IT qui est souvent pas retrouvée chez des candidats. Et donc, vous êtes des bons candidats pour des VIE ou en tout cas des entreprises internationales. Mais je dois insister sur le point de la langue. Donc, évidemment, il ne faut pas que vous soyez bilingue. L'anglais, c'est clé, c'est important parce qu'il va falloir que vous passiez des entretiens en anglais. Donc, j'étais à votre place, hein, j'ai été étudiante et si je pouvais donner quelques tips, c'est de regarder ces séries, ces films en anglais, écouter des podcasts en anglais, essayer de lire en anglais. Et surtout de se préparer finalement à des entretiens en anglais. Parce qu'on a j'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu honte de parler français alors qu'on étudie le français depuis le CM2, je crois, quelque chose comme ça. L'anglais, tu veux dire. L'anglais, oui. Ouais, l'anglais, j'ai dit quoi? Le français. Le français. L'anglais. On a un peu du mal avec le français.
Mais donc voilà, j'insiste aussi sur ce point-là parce que Laïla, je lui ai fait passer un entretien en anglais quand elle a intégré SAP et je n'aurais pas pu la recruter si elle ne pouvait pas avoir un anglais au moins conversationnel parce qu'en interne, toutes les discussions se font en anglais. Et ne serait-ce que pendant l'intégration, les trainings se font en anglais aussi. Donc, c'est aussi pour votre confort. Essayez de vous y mettre dès maintenant pour pouvoir être prêt pour votre prochaine step. Je vous le confirme, c'est vraiment au quotidien. C'est vraiment indispensable au quotidien que vous travaillez même uniquement sur le marché français ou pas. Ça n'a aucune importance. En fait, on a besoin d'interaction en anglais avec des personnes de toute équipe confondue. Donc, c'est que vous alliez chez SAP ou une autre société, c'est devenu indispensable. Alors, oui. Petite question très simple. Par exemple, pour toi, Agathe, tu étais à l'aise en anglais quand tu es rentré, enfin en tout cas quand tu as passé tes tests, tu étais devenu bilingue à la suite, c'est ça? C'est ça. Alors, la particularité de mon séjour en Irlande, c'est que j'ai travaillé donc, sur de l'emerging, donc les pays émergents. Donc, je parlais tous les jours en anglais. Alors, justement, si jamais, ça va être le cas sur les 30 personnes qui sont dans le meeting, si vous partez à l'étranger à l'issue de votre diplôme, faites bien attention à ne pas rester qu'avec des Français. Parce que finalement, votre expérience, ça peut vite devenir pas très intéressante en termes en tout cas en parlant de l'apprentissage de l'anglais, si vous restez qu'avec des Français. Donc ça, moi, ça a été une de mes actions, c'était d'éviter un maximum les Français à l'étranger, ou même si j'avais des amis français, de travailler en tout cas sur les marchés où on parlait anglais. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours Donc, avoir il vaut peut-être mieux partir à Dublin qu'en Espagne, même si l'Espagne est très attractive pour plein de raisons, mais peut-être plus en Irlande qu'en Espagne. Alors, tout dépend des choix de vie et puis des choix d'entreprise. Ce n'est pas les mêmes entreprises. Il y a SAP à Barcelone aussi. Ils parlent qu'en anglais aussi là-bas. Oui, oui. D'accord. Mais tout dépend du choix de l'entreprise. OK. Alors, il nous reste quelques instants. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions et ainsi de suite. Sur justement la question du recrutement aujourd'hui, et puis on va partir plutôt des SAP d'ailleurs, du coup, sur aujourd'hui qui vous recrutez, comment vous recrutez, où vous en êtes là-dessus, quelles sont les opportunités. Alors, justement, cette présentation aujourd'hui, elle tombe très bien parce que je vais avoir 2 postes qui vont se libérer début d'année prochaine. Donc, j'ai une personne qui part à la retraite. Donc, c'était une exception. Donc, c'était une personne qui adorait le job de SDR et qui l'a fait pendant plusieurs années. Et j'ai une autre personne qui part pour d'autres aventures. Donc, j'ai 2 postes qui se libèrent dans mon équipe. Et il y a aussi un poste qui se libère dans l'équipe de Laïla. Donc, c'est le moment d'intégrer SAP Concur. Donc, pour ceux qui terminent leurs études bientôt, n'hésitez pas à nous contacter. Sachant que je peux aussi entendre, donc on veut peut-être potentiellement aller à l'étranger suite à son diplôme, mais il y en a qui veulent rester à Paris et moi, mon équipe, elle est à Paris. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'image de la Tour Eiffel. Et en plus, on a une superbe vue sur la Tour Eiffel. Donc, j'insiste sur ça, c'est trop cool. Mais les recrutements, nos process de recrutement sont très rapides aussi. Donc, si tout se passe bien, normalement, on a un entretien en anglais avec un RH, 2 entretiens avec des managers, un panel. Donc, en 4 étapes, ça peut aller très, très vite. On sélectionne le candidat. Et voilà, donc c'est aussi, je voulais rappeler, pour moi en tout cas, c'est important que dans ce milieu-là des éditeurs de logiciels, on cherche la diversité et puis surtout, on veut de l'inclusion. Donc ça, c'est important. On est ouvert d'esprit, on est flexible et ça, c'est pas que SAP, hein, c'est toutes les entreprises, en tout cas dans le SaaS qui Dans le le sont. secteur. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je sais qu'on est hors délai déjà. Alors, il y en a quelques-unes. Alors, juste très simple, comment ils font pour vous contacter, mesdames? Est-ce qu'ils le font par LinkedIn? Est-ce qu'ils le font par… voilà, donc on vous laisse le temps. De toute façon, alors, je rappelle, cette émission va être enregistrée, donc elle sera mise sur notre chaîne YouTube d'une part. Vous avez le temps de noter les coordonnées à la fois d'Ayat et de Leïla. Nielsen avait l'air intéressé pour tout juste diplômé. Donc, Nielsen, voyez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, on parle aussi d'alternance. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternants déjà eurédiciens chez SAP, que ce soit sous forme un peu partenariale ou parfois ça peut se faire d'ailleurs un peu sur
en passant par la fenêtre. Est-ce que là, il y a des opportunités d'alternance en ce moment? Ouais, Ou alors c'est… j'ai une opportunité en alternance en ce moment. Donc là, on est actuellement en train d'évaluer un ou une euridicienne. Donc, à voir ce qui va se passer. Puis dans l'équipe de Laïla, il me semble que sa manager est en train de voir ce qui est possible de faire parce que c'est des requêtes en interne qui se font. Donc, ça aussi, ça peut être une possibilité côté SMB. Oui. Donc, en tout cas, les deux équipes sont superbes chez SAP. J'ai d'ailleurs travaillé dans l'équipe de Laïla, donc je peux que témoigner de choses positives. Oui, et pareil, j'ai eu Hayat comme manager en fait pendant plus d'1 an. Donc, je peux vous dire la chance que vous aurez si vous intégrez son équipe. C'est un véritable tremplin. Vous allez vraiment progresser et acquérir des choses que vous n'auriez peut-être pas forcément eues en passant directement sur un poste d'account, sachant que vous allez vous mesurer également à des gens bien plus expérimentés pour des résultats attendus tout aussi importants. Donc, passer par un poste de SDR en premier, moi, c'est vraiment mon conseil. N'hésitez pas à sauter dessus. Et voilà, vous allez pouvoir que progresser grâce à ça, en fait. C'est vraiment le tremplin idéal, celui que je Alors, me au départ, mais il est indispensable. Indispensable, pardon. super. Merci en tout cas, Leïla. On terminera là-dessus. On a un petit peu débordé, mais le jeu en valait la chandelle. Ça mériterait presque une deuxième émission. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. Vous étiez une quarantaine à peu près en moyenne. Un grand merci, mesdames, pour votre disponibilité, votre implication et votre fidélité du coup à Rudis pour ce très beau Sales Talk. On se retrouvera très bientôt puisque c'est à peu près tous les 15 jours, puisqu'on était la semaine dernière sur la prospection et donc cette fois-ci sur la fonction du métier de SDR. Encore merci, portez-vous bien, bonne soirée à tous et on vous retrouve très bientôt. Merci encore, mesdames. Merci, très bonne soirée à Bonne vous. soirée, au plaisir.